toutes les affaires, prenez toutes les affaires sous la Troisième, Quatrième République, les grands scandales, c'était étouffé, c'était la tradition française. Voilà, Bonjour, nous recevons Renaud Van Ruymbeck, sans doute le juge le plus connu de France. Renaud Van Ruymbeck, c'est un peu le canal historique de la magistrature, puisque vous avez été associé à toutes les grandes affaires, des époux Balkany à Urbain Graco, en passant par les frégates de Taïwan, l'affaire Clearstream. Enfin, c'est 40 ans de la vie politico-judiciaire du pays que vous racontez à travers vos mémoires d'un juge trop indépendant, paru chez Talandier. Alors aujourd'hui, vous êtes en retraite, mais vous racontez, parce que vous n'étiez pas un homme très facile d'accès, en tout cas pour les journalistes comme moi, à part Jean-Marie Ponto, à qui vous aviez accordé votre confiance, vous receviez, contrairement à beaucoup de vos confrères, assez peu de journalistes. Oui, tout à fait. Je connaissais quelques journalistes, mais vous savez, le juge d'instruction est obligé de se protéger. D'abord, il ne peut pas parler de ses dossiers avec les journalistes, ça lui est interdit. Donc, il est relativement isolé et il doit se protéger en restant secret. C'est ce que j'ai appliqué pendant toute ma carrière. Donc votre baptême du feu, c'est l'affaire Boulin, ce grand ministre gaulo-pompidolien, impliqué dans une affaire immobilière à Ramatuelle. Il y a un monsieur Henri Tournet, un intermédiaire un peu douteux, qui lui a donné un terrain. Il est attaqué dans le Canard enchaîné. Et vous, on vous décrit très vite comme un juge ambitieux et haineux. Ça a dû vous choquer, non ? Oui, c'est-à-dire que effectivement à l'époque, j'avais investigué sur les comptes du ministre puisqu'il apparaissait avoir acquis dans des conditions litigieuses 2 hectares de terrain du côté de Saint-Tropez auprès de son ami promoteur que j'avais inculpé et incarcéré. Donc les taux se resserraient en quelque sorte lorsque j'ai appris sa mort. Et le lendemain, il a publié une lettre, il avait envoyé une lettre avant sa mort qu'il envoyait à ses amis, dans laquelle il me traite effectivement de tous les noms, juge haineux de la société, juge ambitieux, etc. J'ai 27 ans à l'époque, je suis jeune, je prends ça vraiment de face et je suis effondré, d'abord par sa mort et ensuite par les accusations que je lis, que je découvre au journal de Oui, TF1. c'est presque comme si on vous accusait de l'avoir tué, alors qu'on sait qu'il Oui, a c'est été ça. assassiné par... on ne sait pas trop bien qui exactement, mais enfin, on commence à avoir des idées. Vous avez ensuite, dans des affaires moins médiatisées, le casino de Trouville, l'hôtel de la Monnaie à Paris, vous allez éprouver le poids du parquet, qui essaie toujours de maintenir les juges d'instruction comme vous à la botte. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les juges d'instruction instruisent les dossiers qui leur sont confiés. Qui leur confie ces dossiers? C'est le parquet, le procureur de la République. Et à l'époque, dans ces affaires, je l'ai constaté pendant au moins 10 ans, dans ces affaires politico-financières, le parquet bloquait, c'est-à-dire refusait de saisir les juges d'instruction et d'étendre leurs investigations. Donc, sans le feu vert des procureurs, j'étais bloqué. Et ça, c'est comme ça qu'on a étouffé avant, moi j'arrive en 79, Ouais. ma première affaire, mais avant, toutes les affaires, prenez toutes les affaires, même sous la Troisième, Quatrième République, les grands scandales, c'était étouffé, c'était la tradition Voilà, française. alors ça a bien changé aujourd'hui, on est peut-être passé à l'excès inverse, on y viendra. Mais votre deuxième grand coup d'éclat, c'est l'affaire Urbain Graco. Vous attaquez au financement du PS et vous faites cette fameuse perquisition rue de Solferino qui évidemment va marquer l'histoire. Oui, et c'est une première parce que c'est la première fois qu'un parti politique est perquisitionné. En plus, c'est le parti au pouvoir. François Mitterrand est président de la République, je vous fais pas un dessin. Le garde des Sceaux est socialiste, le ministère de l'Intérieur qui dirige les enquêteurs est socialiste, et il va falloir ruser en quelque sorte pour arriver par surprise à faire cette perquisition dans le Parti socialiste. Et j'ai pu compter sur un commissaire breton qui dirigeait la police judiciaire à Rennes, le commissaire Ménez, qui a accepté
de me confier quelques enquêteurs sans que je le lui dise où j'allais précisément. Parce que si je le lui avais dit, il aurait été obligé d'en référer à ses hiérarchies et c'était même pas la peine d'y aller. Ouais, alors la toute-puissance de la justice, c'est pas vraiment dans l'air du temps. À l'époque, Henri Emmanuelli est accueilli en héros au congrès du PS à Bordeaux. On dit même qu'à un moment donné, un contrat aurait été mis sur votre tête. Oui, c'est ce qu'on a appris un jour. Alors, ce n'était pas forcément lié évidemment à Urba, parce que ça intervient 2 ans plus tard. À cette époque-là, j'enquêtais sur les comptes du Parti républicain et il y a eu des menaces qui sont extrêmement précises. Alors, on n'a jamais su si c'était de l'intox. Bon, ça s'est estompé. Puis Puis voilà. vous avez fini par renvoyer la protection policière. Oui, parce que je supportais mal le fait d'être protégé, parce que j'aime bien circuler à pied, bouger tranquillement. Alors, Vous vous savez, n'aimiez pas les avoir dans vos pattes en permanence, et notamment dans votre jardin, d'après ce que j'ai lu. exactement. Alors, il y a des affaires pour lesquelles il n'y a pas photo, l'affaire Kerviel, l'affaire Cahuzac, on voit bien la culpabilité, mais il y a aussi des affaires qui sont beaucoup plus complexes. L'affaire Elf est une affaire tentaculaire. Vous l'avez partagée avec Eva Joly, comment ça s'est passé? Oui, bah, au début, ça se passait bien. Après, j'ai pris les choses en main. Je voulais que le dossier sorte. Donc, il y a eu des tiraillements, on va dire ça comme ça, avec Eva Joly, qui a fini par partir. Et j'ai pu reprendre le dossier, le mener en Suisse avec mon collègue suisse et sortir le dossier qui a été jugé. J'ai instruit pendant 2 ans. Il a été jugé. Les auteurs condamnés. C'est une première. François Mitterrand était au courant du financement d'Elf. Comment? François Mitterrand était au courant Elf était au cœur du financement de l'État. Le PDG de l'époque qui était poursuivi, le Floch Prigent, et son directeur général qui s'occupait des affaires spéciales, on va dire ça comme ça, en Afrique, enfin l'un des deux, parce qu'ils étaient deux à Sirvin, vont dire à l'audience qu'il y avait des enveloppes, parce qu'on a trouvé des sommes énormes, je crois que c'est 200 millions de francs suisses, qui étaient livrés à Paris en liquide à Sirvin. Et ils ont fini, parce que au cours de l'instruction, c'était la loi du silence, l'omerta, à l'audience, ils ont fini par dire qu'ils avaient distribué aux partis politiques, et le Floch Prigent a mis en cause François Mitterrand, qui lui avait dit de continuer le système, parce que le système existait avant, c'est-à-dire qu'il finançait, on peut supposer, la droite, le RPR à l'époque, et n'oubliez pas la gauche. En gros, c'était voilà. Là, il l'a dit à l'audience. Sur les frégates de Taïwan, vous vous êtes heurté au secret défense. Absolument, on est toujours dans le même contexte, mais là, j'ai pas pu avancer parce que on avait énormément d'argent bloqué en Suisse sur le compte de l'intermédiaire, quand même un intermédiaire qui touche 4 à 500 millions de dollars, hein, c'est pas rien sur un contrat de 2,5 milliards de dollars, et on n'a jamais su ce qu'il avait fait de cet argent. Voilà. On a un peu l'impression qu'aujourd'hui, on est passé peut-être d'un excès à l'autre. En tout cas, vous avez refusé de signer l'ordonnance de renvoi de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bismuth. Vous semblez vous être opposé au juge Tournaire. Est-ce qu'aujourd'hui, les magistrats n'en font pas un peu trop, maintenant qu'ils n'ont plus le poids du parquet qui les étouffe? Alors, je ne peux pas m'exprimer sur les affaires Sarkozy, puisqu'elles sont en cours de jugement, etc. Je crois que oui, on parle de la politisation de la justice aujourd'hui à tous les... Oui, ou l'instrumentalisation, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on ne peut plus étouffer les affaires. Le pouvoir politique ne peut plus les étouffer comme il les étouffait il y a 20 ans. Donc, il y a aussi des tentatives de manipulation. Alors, est-ce que la justice en fait trop? Il est important que la justice fasse son travail. Qu'est-ce que vous voulez sinon? Est-ce qu'on veut revenir à la case départ? C'est-à-dire une affaire où il n'y a plus d'affaires politico-financières, mais il est important d'assurer l'égalité du citoyen devant la justice. Ça, c'est quelque chose qu'on a. Mais on soupçonne, alors maintenant, dans cette période de défiance généralisée, on soupçonne aussi la presse, on soupçonne la magistrature, il y a parfois un manque de confiance, on dit qu'il y a des juges carriéristes, enfin bon, ça devient complexe. Oui, mais si vous voulez, il est normal qu'on critique la justice comme on critique le pouvoir politique, etc. Mais il est quand même normal que la justice instruise ces affaires-là. Alors, elle doit garder son sang-froid, je suis d'accord avec vous. Après, c'est au juge à rester... J'essaie d'expliquer, ce qui est important, c'est que le juge ait une indépendance d'esprit.
Il n'est pas là pour régler des comptes aux politiques, pas du tout. Mais s'il y a des financements politiques, il doit instruire et il doit poursuivre les personnes comme n'importe quel. Il y a quand même eu des sacrés progrès. Vous avez été un défricheur, mais depuis l'appel de Genève, notamment sur les paradis fiscaux, ça a beaucoup progressé. Oui, mais justement, j'ai voulu expliquer cela dans le livre, c'est-à-dire que j'ai expliqué, d'abord, sur l'indépendance, on est passé du Moyen-Âge à une situation qui est quand même beaucoup plus saine aujourd'hui, même si certains dénoncent des excès. Bon, on verra bien, de toute façon, il y a des contrôles à l'intérieur de la justice. Un juge ne peut pas faire n'importe quoi non plus, il a une chambre d'instruction, on peut faire appel, on peut contester. Bon, alors, il y a aussi la problématique des paradis fiscaux, c'est le deuxième thème que j'ai voulu expliquer dans le livre, parce que j'ai découvert depuis 20 ans, ça fait 20 ans que j'explore ces circuits financiers en offshore. Et je peux vous dire une chose, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des États qui sont endettés, besoin d'argent pour les hôpitaux, il y a besoin d'argent pour les écoles, etc. Et vous avez à nos frontières des fortunes qui sont, c'est de la fraude. Il y a de la fraude fiscale, mais il y a aussi de l'argent de la corruption, de la drogue. Et là-dessus, il n'y a jamais eu autant d'argent, donc on ne fait pas grand-chose. Voilà. Et je voulais dire le message que je voulais transmettre, c'est de dire, mais il faudrait peut-être que les États se réveillent et aillent chercher cet argent dans les... Une dernière question, et je vous demande une réponse très rapide. Votre père, pour qui vous aviez beaucoup d'admiration, c'était un résistant, c'était un grand commis de l'État, se méfiait de la magistrature. Il est vrai que par le passé, notamment pendant la guerre, ça n'a pas toujours été merveilleux. Bon, oui. Est-ce qu'il serait fier de vous? Est-ce qu'il serait fier de vous aujourd'hui? Alors, je veux vous dire, il serait fier de m'avoir formé. Voilà. Très bien, c'est une excellente réponse. Alors, je signale pour les téléspectateurs que vous ferez une signature au Huelgoat dans le Finistère, dans le centre du Finistère, le 17 avril, et que ce livre du juge Van Ruymbeck, Mémoire d'un juge trop indépendant, connaît actuellement un grand succès. À bientôt, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité sur TBO et TB Sud.